J'ai laissé mon voisin emprunter ma souffleuse à neige. Quelques jours plus tard, elle était sur son porche avec son nom écrit dessus au marqueur indélébile. Il a dit, elle est à moi maintenant, prouve le contraire. Je n'ai pas discuté, j'ai juste attendu qu'il parte au travail et j'ai glissé quelque chose dans sa boîte aux lettres. Je m'appelle Denis, j'ai 52 ans, je vis seul dans un quartier tranquille d'Ashwaubenon, juste à la sortie de Green Bay. J'habite ici depuis plus de 2 décennies. Je n'ai pas de famille à proximité, pas d'enfants, pas d'animaux, pas de grand drame dans ma vie. Je vais au travail, je tombe ma pelouse, je déneige mon trottoir et je m'occupe de mes affaires. Du moins, c'est ce que je faisais jusqu'à ce que Doug emménage. Doug est arrivé vers la fin août de l'année dernière, il a acheté la maison juste à côté de la mienne. Dès le début, j'ai eu un mauvais pressentiment à son sujet. Un grand type, début quarantaine peut-être, toujours bruyant, exhibant toujours son camion, un de ses rames surélevées avec un pot d'échappement bruyant. Il portait ses lunettes de soleil enveloppantes comme s'il se croyait dans une publicité. Il marchait comme si le quartier lui appartenait. Dès le premier jour, il m'a interpellé comme si nous étions copains, « Salut voisin, moi c'est Doug. » J'ai été poli, j'ai dit mon nom, nous nous sommes serrés la main. J'ai écourté la conversation. Au cours des 2 mois suivants, j'ai gardé mes distances. Il était toujours devant chez lui, hurlant au téléphone, buvant de la bière dans son garage avec la porte ouverte comme si c'était une sorte de bar. Il aimait faire du bruit et il aimait attirer l'attention. Je suis tout le contraire de ça. Puis la neige est arrivée. Nous avons été durement touchés la première semaine de décembre, environ 23 cm pendant la nuit. J'étais debout tôt, comme toujours, il faisait encore nuit. J'avais pris mon café, je m'étais emmitouflé et j'avais sorti ma souffleuse à rien. Cet engin est un tank. Je l'ai depuis des années, châssis rouge, chenilles épaisses, démarre toujours au premier coup. Elle n'est pas neuve, mais elle fonctionne comme un charme. J'en prends soin, chaque boulon, chaque filtre, chaque mise au point, j'ai tout fait moi-même. J'étais en train de déneiger mon allée quand Doug est sorti. Il était en pantalon de pyjama et en chaussons, se frottant le dos comme s'il avait mal. « Et Denis ?» a-t-il crié, « Mec, cette souffleuse, c'est une bête. Tu crois que je pourrais te l'emprunter ? Mon dos me fait vraiment souffrir. J'allais en acheter une cette année, mais Noël m'a ruiné. Là, j'ai hésité. Vraiment. Pas parce que je ne voulais pas aider, mais parce que je ne lui faisais pas confiance. Quelque chose dans son ton, trop désinvolte, trop amical pour un type qui ne m'avait pas dit plus de 10 mots depuis août. Mais je ne voulais pas non plus être ce gars-là, le voisin con. Alors je lui ai dit, bien sûr, ramène-la juste quand tu auras fini. Il m'a fait un grand sourire. Compris, mec, merci beaucoup. Je l'ai regardé l'utiliser sur son allée. Je n'ai pas aimé la façon dont il la manipulait, trop brutalement, la tirant dans tous les sens comme si c'était un jouet. Mais je me suis dit, peu importe, ce n'est que pour une seule fois. Il ne l'a pas ramené ce jour-là. Le lendemain est passé, puis le suivant, puis le week-end. Pas de souffleuse. J'y suis allé le dimanche soir et j'ai frappé. Pas de réponse. J'ai laissé un mot dans sa boîte aux lettres lui demandant s'il pouvait me la rendre. Toujours rien. Le lundi matin, je suis parti au travail à 7 heures, je suis rentré vers 16h30. C'est là que je l'ai vue. La souffleuse était sur son porche. Seulement, maintenant, il y avait écrit en gros au marqueur noir indélébile sur le panneau latéral rouge, « Propriété de Doug ». J'ai fixé ça pendant au moins 1 minute. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Pas de la rage, juste de l'incrédulité, du choc. Il n'avait même pas essayé de le cacher. Il l'avait mise bien en évidence, comme s'il en était fier. J'ai de nouveau frappé à sa porte. Cette fois, il a répondu, arborant cette même expression suffisante, comme s'il m'attendait. « Salut Denis », a-t-il dit, comme si de rien n'était. J'ai montré la souffleuse du doigt. Elle est à moi. Doug a regardé par-dessus son épaule. Oh, non, celle-là, je l'ai achetée l'année dernière. Elle ressemble beaucoup à la tienne, hein. J'ai cligné des yeux. C'est la mienne. Je te l'ai prêtée la semaine dernière. Il a eu un petit rire. Je suis quasiment sûr que je l'avais avant même d'emménager ici. Tu as des preuves. Je l'ai dévisagé. Quoi? Il a haussé les épaules. Écoute, je ne veux pas me disputer. Si tu peux prouver qu'elle est à toi,
cool. Mais ça fait un moment que j'ai cette machine. Je sentais la chaleur monter dans ma poitrine, mais je ne l'ai pas montré. Il me provoquait, et essayait d'obtenir une réaction. Je n'ai rien dit, j'ai juste tourné les talons et je suis rentré chez moi. Doug pensait que c'était la fin de l'histoire. Mais je ne suis pas du genre à crier ou à menacer. Je n'ai pas besoin de hurler. J'attends. Je planifie. Je termine les choses. Voici ce que Doug ne savait pas, je conserve des archives. Pour chaque outil que j'achète, je garde les reçus. Non pas parce que je suis paranoïaque, mais parce que je suis organisé. Il y a des années, quand j'étais marié, ma femme disait que je traitais mieux mon garage que la maison. Elle n'avait pas tort. Cette souffleuse, j'avais le reçu original de Home Depot datant d'il y a 6 ans. Le numéro de série y figurait, clair comme le jour. Et plus important encore, j'avais des photos, tout un tas. Une du jour où je l'ai achetée, une autre un an plus tard avec l'allée en arrière-plan, une autre pas plus tard que l'automne dernier quand j'ai remplacé les goupilles de cisaillement. Ce soir-là, j'ai imprimé l'une des photos, la plus nette. On me voyait à côté, juste devant mon garage. J'ai scotché le reçu dans le coin inférieur. Le numéro de série était lisible sur les deux. Et j'ai écrit un mot sur un post-it jaune, continue de mentir. On va voir jusqu'où tu iras. Le lendemain matin, juste après que Doug soit parti au travail, j'ai traversé la rue et je l'ai glissé dans sa boîte aux lettres. Pas de drame, pas de bruit, juste un rappel silencieux. Puis j'ai attendu. Cet après-midi-là, j'ai vu Doug sur son Porsche, tenant la photo. J'observais depuis mon salon. Il la fixait avec un air étrange, mi-coléreux, mi-confus. Il l'a froissée et l'a jetée dans la poubelle à côté de sa porte d'entrée. Puis il a regardé autour de lui, comme s'il savait que je l'observais. Je n'ai pas fait de signe de la main, je n'ai pas bougé. Cette nuit-là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange quand je suis sorti pour rentrer mes poubelles. Je suis passé le long du côté de sa maison et j'ai vu que la souffleuse avait été déplacée. Elle n'était plus sur le porche. J'ai pensé qu'il l'avait peut-être mise dans le garage pour la cacher. J'avais tort. Le lendemain matin, j'ai vérifié mes caméras extérieures. J'en ai deux, pas chères, une au-dessus du garage, une autre orientée vers le côté de la cour. Vers 3h17 du matin, Doug a roulé la souffleuse à travers la pelouse et au bout de la rue. Pas vers son garage. Il l'a jetée dans la ruelle derrière la clôture d'un autre voisin, comme s'il voulait s'en débarrasser rapidement. Ça m'a mis en rogne. Ce n'était pas seulement qu'il l'avait volée, il l'avait mise à la casse quand il s'est fait prendre. Il ne pouvait pas gagner, alors personne ne devait la voir. Je suis allé la récupérer plus tard dans la journée. Elle était amochée, quelques bosses sur la goulotte d'éjection, on aurait dit qu'il l'avait jetée par-dessus la clôture. Mais elle fonctionnait toujours. Je l'ai ramenée à la maison et je l'ai remise directement dans mon garage. Je n'ai pas pris la peine de le lui dire. Qu'il se demande. 2 jours se sont écoulés. Pas un mot. Puis, ce samedi-là, je suis rentré du travail et j'ai trouvé un papier jaune coincé dans ma porte. Avis d'infraction au code, entretien de la propriété. Il était dit que j'avais du matériel abandonné entreposé à la vue du public et que j'étais en violation des règlements municipaux. Il y avait une photo agrafée dessus. Elle montrait ma souffleuse posée sur le côté de mon garage, sous une bâche, ce qui était totalement faux. Je ne l'avais laissée là que 10 minutes pendant que je rentrais des affaires. Quelqu'un m'avait dénoncé. Je n'ai pas de preuve que c'était Doug, mais je sais que c'était lui. Personne d'autre n'avait de raison de prendre cette photo. Personne d'autre n'avait de raison de me cibler comme ça. Je suis allé au bureau municipal le lendemain. Je leur ai montré des photos de la souffleuse dans mon garage et j'ai expliqué la situation. Ils ont annulé la contravention. Mais maintenant, ce n'était plus seulement une question de souffleuse. C'était la guerre. Doug a commencé à dépasser les bornes, mettant la musique plus fort la nuit, laissant ses copains se garer en travers de mon allée. Une fois, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé des crottes de chien sur mes marches d'entrée. Je n'ai même pas de chien. C'est là que j'ai décidé que je n'allais plus me laisser faire. Voyez-vous, j'ai un ami, Chris. C'est un type discret, il travaille à l'entretien de la ville. C'est le genre de personne qui connaît chaque permis de construire, chaque limite de zonage, chaque infraction au code dans la région. On avait l'habitude de prendre des bières une fois par mois. Je l'ai appelé. Et, lui ai-je demandé,
tu sais quelque chose sur le 2436 M Drive? La maison de Doug. Il a répondu tout de suite, ouais, il a un patio à moitié construit à l'arrière, il n'a jamais demandé de permis pour ça. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Avec l'aide de Chris, j'ai déposé une dénonciation à la ville. Pas seulement pour le patio, mais aussi pour des travaux électriques dont il s'était vanté dans son garage. Doug m'avait dit une fois, autour d'une bière, qu'il les avait fait lui-même pour économiser de l'argent. C'est un grand interdit ici sans inspection. Une semaine plus tard, des inspecteurs se sont présentés à sa porte. J'ai observé depuis mon porche comment il essayait de s'en sortir par des paroles. 2 camions, 4 types. Ils sont restés des heures. Doug faisait les 100 pas dans la cour, les bras en l'air, puis a disparu dans la maison. Le lendemain, un ordre d'arrêt des travaux orange vif est apparu à sa fenêtre. Puis les amendes ont commencé à tomber. Mais ce n'était que le début. Cette nuit-là, Doug a tambouriné à ma porte. J'ai ouvert lentement. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-il dit en montrant la vie. J'ai haussé les épaules. « Tu en es sûr ? Prouve-le. » Son visage est devenu rouge. Il a fait un pas en avant, mais je n'ai pas bronché. Je l'ai juste fixé. Il a finalement tourné les talons et s'est éloigné en marmonnant quelque chose dans sa barbe. J'ai verrouillé la porte et je suis retourné regarder la télé. Mais je savais que les choses n'étaient pas terminées. Les types comme Doug ne reculent pas. Ils s'enfoncent davantage. Je devais juste garder une longueur d'avance. Quelques jours après la venue des inspecteurs, les choses se sont calmées. Doug ne me parlait plus, il ne mettait plus sa musique fort, il ne bloquait plus mon allée. Pendant un instant, j'ai vraiment cru qu'il se calmait peut-être. Que peut-être, enfin, il avait compris que je n'étais pas le genre de gars avec qui il fallait chercher des noises. Mais Doug est le genre de type qui ne devient silencieux que lorsqu'il prépare quelque chose. J'ai découvert ce que c'était un jeudi matin. J'étais à mi-chemin de mon service à la quincaillerie quand j'ai reçu un appel du département de police de Green Bay. Un inspecteur nommé Riley m'a demandé de passer pour quelques questions. Mon estomac s'est noué. Il n'a pas voulu dire de quoi il s'agissait au téléphone. J'ai dit à mon manager que j'avais une urgence familiale et je suis parti immédiatement. Quand je suis arrivé, ils m'ont fait entrer dans une petite salle d'interrogatoire. Pas de menottes, pas d'avocat, juste moi et l'inspecteur Riley. Il a placé une photo sur la table. Elle était granuleuse, en noir et blanc, mais je l'ai reconnue instantanément. C'était ma souffleuse, maintenant de retour dans mon garage. Sauf que cette photo la montrait derrière la clôture de ce voisin, là où Doug l'avait jetée. « Vous reconnaissez ça ?» a demandé Riley. J'ai hoché la tête. « Oui, c'est la mienne. » Un voisin dit qu'elle a été volée et jetée sur sa propriété. Nous avons reçu un tuyau anonyme disant que vous étiez impliqué. C'est là que j'ai réalisé ce que Doug avait fait. Il ne s'était pas contenté de me dénoncer à la ville. Il essayait de retourner l'histoire, de faire croire que j'avais volé la souffleuse et l'avais jetée, comme si c'était moi qui causais des problèmes. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai sorti mon portefeuille. J'avais toujours gardé le reçu plié à l'arrière. Je l'ai fait glisser sur la table. Ça, c'est la preuve d'achat originale, ai-je dit. La souffleuse m'a été volée par mon voisin, Doug. Il a écrit son nom dessus au marqueur indélébile, puis l'a abandonnée quand j'ai prouvé qu'elle était à moi. J'avais aussi des photos sur mon téléphone, datées et horodatées, d'avant même que Doug n'emménage. L'inspecteur a pris des notes, a hoché lentement la tête et m'a demandé si j'étais prêt à faire une déclaration écrite. Je l'ai fait. J'ai même proposé de leur montrer les enregistrements des caméras de ma maison. Au moment où je suis parti, je n'étais pas en colère, j'étais épuisé. Doug avait essayé de tout déformer, et si je n'avais pas eu de preuves, il aurait pu s'en tirer. 2 jours plus tard, j'ai vu une voiture de police devant sa maison. Ils ne l'ont pas arrêté, mais je sais qu'ils lui ont parlé. Après ça, Doug a vraiment perdu les pédales. Il ne me parlait plus, il ne me regardait plus, mais les choses se sont assombries. Quelqu'un a commencé à jeter des œufs sur ma maison, 1 fois par semaine, après minuit. Pas énormément, juste 1 ou 2 impacts, toujours du côté qui donnait sur son allée. Il voulait me taper sur les nerfs. Je nettoyais à chaque fois. Pas de cris, pas de police, je notais juste. Puis, une nuit, j'ai entendu un grand craquement à 2 heures du matin. Je suis sorti et j'ai vu que ma boîte aux lettres avait été arrachée net de son poteau. Pas renversée,
arraché. C'en était trop. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Je n'avais jamais poursuivi personne en justice auparavant, mais j'en avais assez. J'avais les reçus, les photos, les clips vidéo, les dossiers de la ville, et maintenant le vandalisme qui s'accumulait. Nous avons commencé à monter un dossier civil pour vol et harcèlement. Mais pendant que je faisais ça, autre chose m'est tombée dessus. Mon ami Chris, celui de l'entretien de la ville, m'a tuyauté. Et, a-t-il dit, tu te souviens comment Doug disait qu'il était propriétaire de son camion sans crédit? Ouais. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il a 5 mois de retard sur ses paiements. Le gage est toujours actif. J'ai cligné des yeux. Comment tu sais ça? Il a ri. Parce qu'il a essayé d'obtenir une licence d'entrepreneur le mois dernier et a utilisé le camion comme garantie. Il n'a pas vérifié le statut du gage, le crétin. Ça m'a fait réfléchir. Doug dirigeait une petite entreprise de construction depuis son garage. Pas d'enseigne officielle, mais il avait des piles de bois de charpente à l'arrière et rentrait toujours avec des bottes poussiéreuses et des outils en vrac à l'arrière de son camion. J'ai vérifié le registre local des entreprises. Pas de licence, pas d'assurance, et pas de permis pour aucun des travaux qu'il effectuait autour de sa maison. J'ai pris ces informations et les ai envoyées anonymement au département de la sécurité et des services professionnels du Wisconsin. Puis je les ai transmises au service d'urbanisme de la ville, au bureau d'éthique commerciale, et à son créancier gagiste. En 2 semaines, ils ont commencé à se rapprocher. Doug ne le savait pas encore, mais son arnaque d'entrepreneur bidon était en train de s'effondrer. Son camion, plus pour longtemps à lui. Son entreprise, sur le point d'être signalée. Et moi, je ne faisais que commencer. Tout s'est écroulé pour Doug au milieu du mois de mars. La première chose à partir, ce fut le camion. J'étais assis à ma table de cuisine, buvant mon café et payant mes factures, quand j'ai vu la dépanneuse arriver. Un gros camion de remorquage jaune avec un type propre sur lui au volant. Ça a pris moins de 10 minutes. Pas de coup à la porte, pas d'avertissement. Il a juste accroché le Dodge Ram bien-aimé de Doug et l'a emporté comme une ordure. Je suis resté à ma fenêtre, regardant. Doug est sorti en courant, 5 minutes trop tard, agitant les bras et criant. La dépanneuse ne s'est pas arrêtée, n'a même pas ralenti. Il a essayé d'appeler quelqu'un, probablement la banque, mais c'était fini. Ce camion était parti. J'ai appris plus tard qu'il avait été saisi par le créancier gagiste après que quelqu'un lui eût envoyé la preuve qu'il l'utilisait pour des travaux d'entrepreneur non licenciés, ce qui enfreignait son contrat de prêt. Ensuite, la ville est intervenue. Apparemment, mes plaintes anonymes avaient conduit à une inspection complète de sa propriété. Ils ont trouvé de multiples violations, ce patio à moitié construit, il avait coulé du béton trop près d'une ligne de service public, son recablage de garage, complètement illégal et dangereux. Les inspecteurs ont tout arrêté. Il a été giflé de milliers de dollars d'amende et d'un ordre écrit de retirer la dalle du patio et de tout recabler sous supervision, à ses frais. En avril, Doug était en train de s'effondrer. Les jets d'eau ont cessé, la musique forte a cessé, la lumière de son Porsche est restée éteinte. Pour un gars qui avait l'habitude de se pavaner dans le quartier comme s'il en était le propriétaire, il ressemblait soudain à un fantôme, pâle, voûté, silencieux. Il a cessé de parler à ses copains de bière, a cessé de mettre de la musique country à fond à minuit. Mais ce n'était toujours pas fini. J'ai reçu un appel de l'inspecteur Riley un matin. D'une voix calme, il m'a dit que Doug faisait maintenant l'objet d'une enquête pour falsification d'une demande de licence d'entrepreneur et que la police avait reçu de multiples tuyaux indiquant qu'il effectuait des travaux au noir, sans permis ni assurance. Une de ses anciennes clientes, une mère célibataire, avait déposé une plainte après que la rénovation de sa salle de bain eût provoqué une inondation et qu'il eût refusé de réparer. Il allait être inculpé pour fraude. C'est là que ça m'a frappé, ce n'était plus seulement une histoire de souffleuse. Ce n'était que l'allumette. Ce qui avait brûlé, c'était tout ce que Doug avait construit sur des mensonges. Et pourtant, il a quand même essayé de m'entraîner dans sa chute. 3 semaines avant son audience au tribunal, j'ai reçu une assignation par la poste. Doug avait déposé une plainte pour recouvrement de petites créances contre moi pour diffamation et perte de revenus. Il avait tant fait le culot de prétendre que je lui avais coûté son entreprise et son camion en mentant. Au début, j'ai eu envie de rire. Mais ensuite, j'ai ressenti autre chose, quelque chose de vif. Parce que cela signifiait que je devais me présenter au tribunal. Je devais à nouveau avoir affaire à lui.
Mais je n'ai pas fui. Je me suis présenté, préparé. J'ai tout apporté, le reçu, les photos, les emails, les rapports d'inspection. J'ai même apporté une chronologie imprimée montrant chaque événement dans l'ordre, avec date et preuve. Doug s'est présenté seul. Pas d'avocat, juste un dossier rempli de notes griffonnées et ce qui ressemblait à une photo imprimée de son Porsche. Il a essayé de parler par-dessus le juge, a été averti 2 fois, a tenté de plaider le harcèlement. Le juge l'a arrêté net. Finalement, le juge a rejeté sa plainte et l'a condamné aux dépens. Je n'ai pas dit un mot à Doug en sortant. Mais ça aurait dû être la fin, non? Pas tout à fait. 2 semaines plus tard, on a frappé à ma porte. C'était un homme en costume avec un porte-bloc. Il a demandé Doug. Je lui ai dit que Doug habitait à côté. Il a hoché la tête et m'a tendu une carte, huissier de justice, procès civil. Apparemment, l'un des anciens clients de Doug le poursuivait en dommages et intérêts. Celui de l'inondation de la salle de bain. J'ai souri et j'ai montré la maison d'Ax en grave côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette affaire, ni dans l'enquête pour fraude. Tout ce que je sais, c'est qu'à la mi-mai, un panneau, à vendre par le propriétaire, est apparu dans le jardin de Doug. Sa pelouse était en friche, son camion avait disparu, ses outils avaient disparu. Le patio avait été démoli au marteau-piqueur et laissé en tas de gravats. Il ne répondait plus à sa porte. La lumière de son Porsche était cassée. Plus de musique, plus de copains de bière. La maison est restée sur le marché pendant des mois. Je n'ai plus jamais parlé à Doug. Il est parti dans un camion de déménagement juste avant le 4 juillet. Il n'a pas dit au revoir, n'a pas fait de signe de la main. Il est juste parti avec ce qui lui restait. Et moi? J'ai gardé la souffleuse. J'ai enlevé le marqueur noir avec de l'acétone. Ça a pris quelques jours et beaucoup de frottements, mais j'ai enlevé chaque trace de son nom. J'ai même repeint le panneau. Maintenant, elle a l'air presque neuve. Je la garde dans mon garage, couverte, entretenue, prête. Non pas parce que j'en ai encore besoin pour déneiger mon allée, mais parce qu'elle me rappelle ce qui arrive quand quelqu'un essaie de voler le mauvais gars. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas battu dans la rue, je n'ai pas fait de menaces. J'ai juste gardé les reçus, attendu, et laissé la vérité le ruiner. La souffleuse fonctionne toujours à merveille, elle carbure à plein régime, un peu comme Doug quand il a déguerpi.